Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Le dépôt de GEB est l'un des faits qui ont marqué la célébration du 1er août ce dimanche au Bénin. Dans cette édition, nous reviendrons sur la portée de cette date. Les entrepreneurs personnes handicapées se sont constitués en association. L'Assemblée générale constitutive s'est tenue ce week-end. Et puis l'attaque meurtrière d'un pétrolier en mer d'Oman ravive les tensions entre Iran et Israël. Bienvenue à toutes et à tous. Le Bénin célébrait ce dimanche le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cette commémoration renferme plusieurs faits marquants. Au nombre de ceux-ci figure le dépôt de GEB. Mais quel sens cette cérémonie revêt-elle pour l'armée? La réponse dans ce reportage de Aristide Setti et Denis Marouya. Le dépôt de GEB, première partie de la cérémonie officielle marquant la célébration du 1er août 2021, vient rendre hommage aux fils et filles du pays qui ont payé de leur vie pour l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Mais pour l'armée béninoise, cette pratique courante va bien au-delà de ce symbole. Le dépôt de GEB également est une occasion pour l'institution militaire de témoigner au peuple et aux valeurs du peuple tout son respect et tout son attachement, parce que nous sommes fortement attachés au peuple, mais également une occasion de témoigner aux autorités politico-administratives et aux institutions de la République toute notre loyauté. La minute de silence, la sonnerie aux morts et l'allumage de la flamme de l'indépendance restent les autres temps forts de cette tradition à laquelle sacrifient les autorités politico-administratives. Toutes nos excuses pour cet élément qui s'est achevé ainsi. Nous allons poursuivre cette édition et des coups de canon sont aussi tirés lors des défilés du 1er août et des autres événements de la vie publique. Mais que signifient ces coups de canon? Nous avons également posé la question au commandant David Degla d'Agbeyon qui nous explique. Les coups de canon constituent une pratique ancrée dans la tradition de la plupart des armées du monde. C'est une occasion pour nous, à travers les coups de canon, de témoigner à une personne tout notre respect et toute notre considération, mais également de montrer notre respect, notre considération à l'occasion d'un grand événement. Par exemple, à l'occasion d'une passation de pouvoir. Généralement, c'est 21 coups de canon qui sont tirés, mais il est admis désormais que dans notre pays, nous ne tirerons que 12 coups de canon pour représenter et surtout pour rendre hommage aux 12 départements qui représentent notre pays. Intéressons-nous maintenant à la musique béninoise. 61 ans après l'accession à l'indépendance, quelle analyse peut-on faire de l'évolution de cette musique des années 60 à nos jours? Quels en sont les défis? Suivez ce magazine de Ahmed Arekba et Denis Marouya. 1er août 1960, le Bénin obtient enfin le précieux sésame, celui consacrant son indépendance, son accession à la souveraineté internationale. Au milieu de sonorités calypso et highlife, une chanson sort du lot et s'impose dans toute l'Afrique de l'Ouest, comme le tube de l'époque, Gentleman Gégé Viké. Je suis le gentleman Viké Gégé, j'aimais beaucoup voyager et je chante partout les merveilles de l'Afrique. Deux grandes périodes sont à distinguer, des années 60 à nos jours, selon Prosper Akwenyon Gogoyi, PDG de Gourou Records, célèbre maison de production musicale au Bénin et dans la sous-région. Jusqu'à une période, jusqu'à traverser les révolutions et autres, il y a une musique qu'on peut appeler musique moderne, musique tradie moderne, à travers les groupes, tels que Polyrythmo et Picotti Band. Nous avons le groupe de Jonas Petro. Dans la révolution, la musique a été une musique qui était au service du pouvoir. Il fallait chanter pour cadrer dans l'idéologie de l'État, il fallait faire les gloires de l'État, il fallait
tiré les Béninois vers l'éducation civique et ça nous a amené jusqu'à la période de la conférence nationale et qui coïncidait en même temps cette révolution technologique. Ça crée d'autres comportements et une réadaptation et une autre imagination et un autre savoir-faire. C'est cette période que nous vivons actuellement. Au fil de ces années, la musique béninoise a connu un réel avancement. À en croire l'artiste-chanteur Sweet Glory. Ça évolue parce qu'il y a tout genre aujourd'hui. Les Béninois, au fait, on peut faire toute une soirée, sinon plusieurs soirées avec la musique aujourd'hui. C'est que des chaînes de télé peuvent jouer rien que nos musiques tout le temps et tout le temps. En termes de perspective pour une meilleure production, valorisation et positionnement de la musique béninoise, Prosper Akwayan Gogoyi distingue 3 axes importants. Le premier niveau, ça concerne le gouvernement. Il s'agit de voir le cadre dans lequel nous allons évoluer et réguler le cadre de telle manière que ça sécurise la création et ça donne l'envie à investir. La part de nous, acteurs, reste le grand rôle. Nous devons d'abord nous-mêmes revenir à la base et nous rendre plus professionnels. Et pour que nous définissions le couloir de chacun. Par rapport au public, le public est prêt à consommer ce qui est déjà bon. Mais est-ce que ce public-là arrive à impacter dans sa consommation le marché international? Je crois que non. Mais est-ce que le travail est en train d'être fait pour que ce que nous voulons proposer là puisse intéresser ce marché planétaire? Des défis à relever par chacun des différents acteurs de l'industrie musicale. Toutes choses nécessitant un haut niveau d'engagement. Indépendance et mine fifate. Démocratie ton qu'avec dessous. Tout béninois à divers niveaux doit s'engager à respecter les lois du pays. Toute autorité à divers niveaux doit militer à respecter les lois du peuple. Politique à présent, de nouveaux adhérents au Parti Union démocratique pour un Bénin Nouveau UDBN. La cérémonie d'accueil de ces militants s'est tenue ce week-end au siège du parti. Suivez le compte rendu de Aimé Juste Defodji et Damien Pedro. L'Union démocratique pour un Bénin Nouveau, UDBN, le parti de l'avenir, comme le surnomment ses militants, a connu une adhésion massive. De nouveaux adhérents qui sont venus par conviction. C'est le leadership avec lequel Madame Prudencio dirige ce parti, surtout la gestion de la gente féminine. J'ai vu que la gestion politique là-bas, c'est carrément différent ici. Ce qui est ici, c'est du nickel. Et on s'intéresse plus aux jeunes. Et c'est ça qui m'a intéressé à venir vers l'UDBN. L'UDBN, c'est un parti que j'ai pris le temps, le soin d'observer. Aujourd'hui, je suis convaincu que c'est un parti qui se préoccupe, je dois dire, du développement du Bénin. Christine Arwandjinou, vice-présidente et membre du comité de gestion du parti UDBN, après avoir souhaité les bienvenus aux nouveaux, est revenue sur l'importance du militantisme dans le parti UDBN. Votre présence dans ce hall ce matin augure de votre sens poussé du militantisme qui prouve que plus on est nombreux, mieux cela vaut et la victoire plus glorieuse. Ainsi, vous avez voulu nous rejoindre et faire rejoindre d'autres camarades pour partager avec nous les idéaux de notre parti UDBN en venant chacun avec un nombre important de nouveaux adhérents. Le parti Union démocratique pour un Bénin Nouveau va connaître d'autres adhésions massives les jours à venir. C'est la promesse de Roland Florentin Dan et Hubert Ulrich Adeola. Je suis venu avec au moins 15 de mes éléments qui font partie de ma base de données. Et je vous rassure que déjà d'ici décembre, il y aura une adhésion massive dans le mono, surtout dans la commune de Khoyogbe, où j'ai mon fief politique. Les jeunes, je les invite pour qu'ensemble que nous travaillons, qu'ils ne seront pas déçus parce que le développement du pays, du Bénin, notre cher pays, ça passe par nous les jeunes. Et à l'UDBN, c'est l'intégration des jeunes. Les responsables du parti promettent à leur tour faire le nécessaire pour que ces nouveaux adhérents se sentent en famille.
Et puis l'Association nationale des entrepreneurs personnes handicapées existe désormais. Elle a été créée à l'issue d'une assemblée générale constitutive organisée samedi dernier. Suivez les détails dans ce compte rendu. Constituer un creuset pour réfléchir et défendre leurs droits. C'est le but de l'Association nationale des entrepreneurs personnes handicapées du Bénin, portée sur les fonds baptismaux ce samedi 31 juillet. Cette assemblée générale constitutive a permis aux membres de prendre connaissance et valider les statuts de l'association. Il est inconcevable que le handicapé mange son pain à la sueur du front des autres. C'est pourquoi nous nous sommes mis ensemble pour affronter les réalités quotidiennes qui s'imposent à tout être handicapé ou non. C'est à nous aujourd'hui de montrer que nous sommes aussi capables de faire mieux que les autres, de nous comparer aux autres et parfois de les dépasser. Ce n'est qu'à partir de cet instant que les gens vont certainement croire en notre capacité. Cette initiative est soutenue par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Elle vient appuyer, selon la représentante de la ministre, Élise Fatima Kosoko, les actions menées par ce département ministériel pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap. Par vos actions, vous apporterez votre appui dans l'élaboration de la mise en œuvre stratégique des politiques publiques visant l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnes en situation de handicap. Chers congressistes, je vous invite, je me réjouis d'abord de la tenue effective de cette assemblée constitutive qui vient renforcer les structures hésitantes et s'investissant dans la défense des droits des personnes en situation de handicap. Pour le représentant du Conseil national du patronat, les membres de cette nouvelle association devront travailler en harmonie pour l'atteinte des objectifs. L'actualité hors du continent à présent, les tensions persistent entre Israël et l'Iran. L'attaque d'un pétrolier la semaine écoulée en mer d'Oman a ravivé les tensions entre les deux pays. Tel Aviv accuse Téhéran d'en être l'auteur. L'État hébreu est soutenu par le Royaume-Uni et Washington demande des sanctions à la communauté internationale. Téhéran nie toute implication, mais Israël maintient ses accusations. Après l'attaque jeudi en mer d'Oman d'un pétrolier géré par un milliardaire israélien, l'État hébreu a annoncé ce dimanche détenir des preuves de l'implication de l'Iran. Tel Aviv appelle la communauté internationale à prendre des sanctions contre le pays, tout en le menaçant de représailles. J'ai maintenant entendu que l'Iran, d'une manière lâche, essaie d'échapper à sa responsabilité dans cet événement. Il le nie. J'affirme donc ici de manière absolue, c'est l'Iran qui a mené l'attaque contre le navire. Le comportement agressif de l'Iran est dangereux non seulement pour Israël, mais aussi pour les intérêts mondiaux, la liberté de navigation et le commerce international. Les preuves en matière de renseignement existent et nous attendons du système international qu'il fasse comprendre au régime iranien qu'il a commis une grave erreur. En tout état de cause, nous savons comment transmettre le message à l'Iran à notre manière. L'attaque de type drone selon l'armée américaine a causé la mort de 2 personnes et n'a pas été revendiquée. Directement mise en cause par Israël, Téhéran demande au gouvernement de Naftali Bennett de cesser de lancer des accusations infondées. Ces déclarations sont définitivement condamnées. Le régime d'occupation de Jérusalem doit savoir que ces projections ne résoudront pas ces problèmes. Quiconque tente de frapper un coup fera face à un plus grand coup. La République islamique d'Iran n'hésite pas un instant à protéger les intérêts suprêmes du peuple et sa propre sécurité nationale. Outre Israël, le Royaume-Uni a également accusé l'Iran d'être à l'origine de cette attaque, tout en prenant quelques précautions dans sa déclaration. Nous pensons que cette attaque était délibérée, ciblée et une violation flagrante du droit international par l'Iran. Les évaluations britanniques ont conclu qu'il est très probable que l'Iran ait attaqué le MV Mercer Street dans les eaux internationales au large d'Oman le 29 juillet en utilisant un ou plusieurs véhicules aériens sans pilote. Une prise de position partagée par Washington ce dimanche.
Les États-Unis ont même promis à Téhéran une réplique appropriée. Un épisode de tension qui intervient alors que les discussions sur le nucléaire à Vienne semblent bloquées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau gouvernement iranien. Au Brésil, des milliers de personnes ont manifesté ce dimanche à Rio de Janeiro, partisans de Jair Bolsonaro. Ils dénoncent le système de vote électronique en vigueur depuis 25 ans. Ce système permettrait selon eux de truquer les résultats. Une critique partagée par le président brésilien qui menace de ne pas tenir d'élection l'année prochaine. Les manifestants réclament un changement. On les écoute. Je suis ici aujourd'hui pour le vote imprimé vérifiable, parce que notre vote est vérifié par quelques juges, quelques membres de la Cour suprême électorale dans une pièce secrète, et nous voulons qu'il soit compté dans chaque section électorale du Brésil. Nos élections, si elles ne sont pas claires, elles sont truquées. Ces gens ne représentent pas la majorité du peuple brésilien, mais malheureusement, ils sont au pouvoir. Cela légitime ce qu'ils font, peu importe quoi, mais le peuple est soumis à cette cour qui est la pire que nous ayons eue de notre temps. Nous voulons des votes qui soient contrôlables pour arrêter les fraudes au Brésil. Nous ne savons pas où vont les votes. C'est pour cela que nous sommes là, et pour aider notre président Bolsonaro, qui est à la tête d'un bon gouvernement. Je veux ce qu'il y a de mieux pour mon pays, ce qu'il y a de mieux pour le pays. Il faut que ces gens corrompus qui sont au Sénat, au Parlement, au Congrès, à la Cour suprême, quittent notre pays. Ils n'aiment pas le Brésil, alors qu'ils aillent vivre à Cuba ou au Venezuela. Et puis aux États-Unis, près de 10 millions d'Américains risquent de se retrouver sans domicile. Le moratoire sur l'expulsion décrété pendant la crise sanitaire a expiré hier, malgré l'intervention tentative de Joe Biden. Pendant ce temps, le variant Delta se propage dans le pays et le Congrès n'a pas réussi à voter une loi pour prolonger la mesure. Aux États-Unis, l'inquiétude monte. Depuis dimanche, des millions de familles américaines sont menacées d'être expulsées de leur logement. Et pour cause, la crise sanitaire due au Covid-19 a entraîné une crise économique sans précédent dans le pays. Près de la moitié de la population a connu une diminution de salaire depuis le début de la pandémie. Résultat, plus de 10 millions d'Américains ont du retard sur le paiement de leur loyer et plus de 3 millions de personnes sont menacées d'expulsion. Je ne savais même pas que j'allais être expulsée. Personne ne m'a dit que je devais partir jusqu'à ce que le juge ordonne que je m'en aille il y a 2 semaines. Et quand j'ai parlé au propriétaire, il m'a dit qu'il me mettrait dehors le 30. Depuis, je fais des crises de panique. Je suis nerveuse et je n'arrive plus à dormir. Il m'a menacée de venir ici pendant mon absence, de jeter mes affaires et de changer les serrures. Et s'il le fait, je perdrai tout ce que j'ai. Je serai sans abri et jetée à la rue. Mis en place en septembre 2020, le moratoire sur les expulsions a été prolongé à plusieurs reprises par l'administration Biden. Mais en juin dernier, la Cour suprême a estimé que toute prolongation supplémentaire devait être décidée par le Congrès. Cette semaine, le président américain a donc exhorté les parlementaires à prolonger le délai sur les expulsions pour loyer impayé, une demande rejetée en bloc par les républicains. Un refus que s'est empressé de déplorer Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants. S'assurer que chaque Américain a un toit au-dessus de sa tête est une valeur qui unit le Parti démocrate. C'est pourquoi j'ai mené une campagne sans relâche pour prolonger le moratoire sur les expulsions. Dans un acte de pure cruauté, les républicains ont bloqué cette mesure, laissant les enfants et les familles dans la rue. Face à cette obstruction partisane, les démocrates demandent au gouvernement des États à débourser immédiatement les 46,5 milliards de dollars d'aide au loyer d'urgence approuvés par le Congrès démocrate afin que de nombreuses familles puissent éviter l'expulsion. Problème, en raison de procédures administratives contraignantes sur ces fonds publics mis à disposition des États et collectivités locales,
Seulement 3 milliards ont été transférés sur les comptes en banque des particuliers concernés. Autre source d'incompréhension, les élus de la Chambre des représentants sont en vacances jusqu'à la fin du mois d'août. Et les sénateurs ne feront leur retour qu'une semaine plus tard. Une configuration qui éloigne un peu plus encore les espoirs de vote d'une loi prolongeant le moratoire. Face à une telle situation, plusieurs membres du Congrès ont appelé à manifester dimanche devant le Capitole. Je sais ce que c'est. J'ai moi-même été expulsée par le passé et j'ai dû dormir dans ma voiture. En tant que membre du Congrès en exercice, je ne permets simplement pas aux autres élus de partir en vacances, de continuer leur vie et de ne pas se soucier des 7 millions de personnes qu'ils laissent tomber. Aux États-Unis, certains États comme la Californie et New York ont déjà choisi de prolonger les moratoires sur les expulsions au-delà du 31 juillet. Reste à voir si le reste du pays prendra la même voie. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci pour l'attention et à demain.